Corneille, à Nyungura Corneille qui était là justement avec cette chanson. Tout le monde, c'était le titre de la chanson. Le sujet qui nous intéresse ce matin, Afrique, politique, médias, milieu d'affaires et Tessera, relais locaux de l'impérialisme mondialiste, c'est notre grande interrogation ce mardi 24 mars de l'an de grâce 2021. Et justement, émission dédiée à toutes les mamans qui nous regardent tous les matins. On pense à Maman Denise Kakou, à Maman Messi, à Maman Josiane, à Ndokpassi, à Maman Sani, à Tessaoua au Niger, qui nous regardent également chaque matin. Honorable Marlise Dolabel, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour et merci de m'avoir convié. Et j'espère qu'avec moi, vous fêterez l'anniversaire du RDPC. L'anniversaire du RDPC. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes la communication, hein, oui, dans la communication du RDPC. C'est d'ailleurs vous la communicante du RDPC. Exactement. Donc, faites-moi le plaisir de sourire. Bon, on sourit. Belle journée. Bon, d'accord. Bon, s'il faut sourire, bon, s'il vous plaît. Bon, on n'est pas du parti, mais bon. Non, mais j'allais dire, vous n'êtes pas du parti, mais vous appréciez certainement le travail que le parti abat et que le gouvernement implémente sur le terrain. Oui. Joyeux anniversaire au RDPC. Merci. Voilà. Apparemment, il faut que je dise joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire au RDPC. Merci beaucoup. Albert Natola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Steve Joselango. Je salue, n'est-ce pas, l'honorable que j'ai le plaisir de retrouver dans le cadre, n'est-ce pas, de cette tribune. Je salue les autres co-panélistes que vous allez présenter tout à l'heure. Je salue, n'est-ce pas, toute la communauté, je dis toute la chaîne, n'est-ce pas, de production, oui, n'est-ce pas, de DBS la matinale. Je salue le Cameroun, l'Afrique, le monde, particulièrement tous les fan clubs, n'est-ce pas, qui nous font quelquefois des critiques constructives et objectives, et des fois aussi des critiques non constructives. Je voudrais saisir la perche qui m'a été tendue tout à l'heure par mes confrères, parlant justement de cette dépravation généralisée dans les établissements, au sein de notre jeunesse, j'allais dire. Je pense que ça pose quand même problème parce que finalement, on doit pouvoir se questionner pour savoir qui sont les modèles de nos enfants, de notre jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, hier, sans être nostalgique, ce sont nos parents qui étaient nos modèles, quelquefois le frère, l'oncle, le cousin, la tante, oui. C'était nos modèles. Aujourd'hui, les modèles de nos enfants, c'est WhatsApp, Facebook et tout ce qui va avec. Et conséquence, ça fournit qu'à tout va dans les établissements. Ça tourne les films pornographiques dans les boom shows, Et puis, vous avez également des parents qui sont des anti-modèles, il faut le dire. C'est lorsque vous avez des enfants qui s'envoient en l'air avec des gamines ou des gamins, ça pose quand même problème de contre-valeur. On ne va pas tout, quelquefois, fourguer, n'est-ce pas, à la communauté éducative, parce que l'école n'est pas là pour ça. L'école n'est pas là pour éduquer l'enfant. L'école est là pour instruire. C'est une valeur globalisante, si vous voulez, globale. C'est une valeur globale, mais c'est la seule famille qui doit pouvoir éduquer les enfants, parce qu'aujourd'hui, vous avez des parents qui ont carrément démissionné. Et quand vous voyez quelques parents, du moins leur comportement, leur attitude, c'est pas étonnant de voir leur progéniture se comporter exactement comme la même chose, leurs parents, comme leurs parents, ou voire pire. Et voire pire, c'est justement le bon, ou alors le grand constat actuellement sur le continent africain. Patient Parfum Dôme, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à mes amis qui sont sur le plateau, Albert Anatola ici, et Madame Dolabel, avec qui je fais un plateau sur DBS la matinale pour la première fois. Merci Madame. Bonjour à l'ensemble de la grande famille DBS, la matinale, qui ne fait que s'agrandir, malgré, n'est-ce pas, les coups bas. Il n'y a que des coups bas, c'est incroyable. Monsieur le câbleau opérateur, vraiment, vos histoires de couper le signal DBS, de ne pas le mettre dans le bouquet de temps en temps, ça ne vous honore pas du tout. C'est pas comme ça qu'on fait, on est fait près dans une compétition. Bon, on sait que les concurrents de SDF, anciens et nouveaux, qui sont pour quelque chose, mais c'est pas ça. Le fair play exige qu'on laisse tout le monde s'exprimer. Justement. Après, on verra. Je pense que tout à l'heure, c'est Albert Natola qui a repris, n'est-ce pas, une thématique que vous avez développée ici lors de, n'est-ce pas, la revue de presse. Le problème aussi, il est l'ordre culturel. Quand on regarde l'événement de la gâteau, avec l'invitation qui a été faite à une jeune dame, et les gens viennent nous dire, oh, c'est Nathalie quoi? Je ne vais pas citer le nom, c'est parce que même Jésus a eu le pied lavé par une prostituée. Mais est-ce que quand cette prostituée s'est mise auprès de Jésus, elle a continué sa prostitution? Elle a changé?
Elle est devenue, comme on dit, elle est née de nouveau. Vous ne pouvez pas donner pour valeur des gens qui sont dans une culture de caniveau et laisser les enfants penser que c'est ça les valeurs. Je vois souvent certains artistes dans leur tenue vestimentaire venir à la télé. Écoutez le contenu des chansons de nos artistes. Écoutez. Et ça passe à la télé, ça passe dans les radios. On lui dit, ah, c'est elle qui a les mots d'aujourd'hui. Ils parlent des choses qui n'ont aucun sens, avec une quelconque morale. La fornication, mon caleçon fait quoi chez toi? Des choses comme ça, et on applaudit. On dit, ah, vous voulez donc que ces enfants-là copient quoi? Ils copient ce que vous produisez de meilleur pour eux. Donc c'est ça le problème. Merci beaucoup, patient parfait d'homme, d'être là ce matin. Rodik Chukwara, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Jocelyn Goss, bonjour à tous les copanélistes et bonjour aux téléspectateurs. Très heureux de vous avoir, c'est la première fois en tout cas pour DBS ce matin, on espère vous avoir également très souvent. On va également dire bonjour à Eric Pépin Bikaï qui est également dans ce studio ce matin. Vous êtes 5 messieurs pour ce plateau et le sujet qui nous intéresse, Afrique, politique, médias, milieu d'affaires et Tessera relais locaux de l'impérialisme mondialiste, c'est notre grande interrogation. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous, voici le débat. Afrique, politique, médias, milieu d'affaires et bien d'autres encore, relais locaux de l'impérialisme mondialiste, nous nous interrogeons ce matin. La décolonisation initiée dans les années 1940 a essentiellement été un passage au néocolonialisme, nous l'affirmons haut et fort. Une mutation des anciennes colonies, une mise à jour des mécanismes de leur exploitation et domination, aussi bien par les anciennes métropoles coloniales que par les autres capitalistes du centre. Il a fallu s'adapter aux nouveaux rapports de force sur la scène internationale. On parle bien sûr de la nouvelle hiérarchie, il faut le dire, économico-militaire. On parle également de la guerre froide qui est passée tôt dans les métropoles coloniales et au sein des territoires coloniaux. 3 à 4 décennies plus tard, la disparition du camp dit communiste a favorisé une restructuration de l'ordre mondial en fonction de la dynamique de néolibéralisation du capitalisme déclenché à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Elle se caractérise par une aggravation permanente de l'emprise globale du capital sur la réalité. On parle aujourd'hui de globalisation et une dynamique d'abolition des précarés concernant les anciennes colonies françaises, arrière-cour, l'Amérique dite latine pour les États-Unis, etc., censée limiter la libre circulation des capitaux considérés jusque-là comme intrus. En cette deuxième décennie du XXIe siècle, il y a une circulation des capitaux dont la complexité est dans une commune mesure avec celle de l'ère des empires. Y participent aussi, de façon inégalitaire et combinée, les capitaux privés et certains anciens territoires coloniaux, jusqu'à bousculer dans certains cas la hiérarchie héritée du XXe siècle. Eh bien, sur le continent africain, les anciennes colonies ont laissé leurs enfants. Leurs enfants, ces endocolons, ont créé justement sur le continent africain plusieurs réseaux. Ils sont dans le monde politique, ils sont dans les médias, ils sont dans la société civile, ils sont dans les ONG, ils sont dans les milieux d'affaires, ils sont dans l'éducation, pour continuer à perpétrer ce que leurs maîtres, dans les années avant les indépendances, faisaient déjà sur le sol africain. Ils continuent justement la sale besogne. On nous parle tous les jours de changement, mais y a-t-il eu changement? Changement qui pousse même certains à parler ou à redouter déjà d'un impérialisme à l'envers, censé résulter de la croissance exponentielle, eh bien, messieurs, tout ce que vous connaissez d'ailleurs, d'un PIB de quelques anciennes économies du capitalisme périphérique, voire de l'ancien monde dit communiste, et l'on dit en tout cas émergente, avec une focalisation sur la Chine déjà émergée, devenue même la première économie mondiale, PIB exprimé en parité, de pouvoir d'achat avec des investissements en croissance en Europe et aux États-Unis. Que font ces endocolons sur le continent africain ? Que font-ils d'ailleurs sur les territoires africains? Voilà pourquoi ce matin nous nous interrogeons. Politique, médias, milieu d'affaires et relais locaux de l'impérialisme mondialiste, c'est notre grande interrogation. Patient parfum d'homme, on se pose toujours des questions. On nous a dit dans les années 60, bon, on va le dire entre guillemets, que les pays africains étaient souverains. Certains d'ailleurs ont eu leur indépendance.
une indépendance, toujours entre guillemets. Mais seulement, ces pays ont voulu démarrer, en tout cas, faire de leur pays des joyaux architecturaux et surtout avec une économie très grande et très bonne. Seulement, on se rend compte d'une chose aujourd'hui, c'est qu'au sein même de nos États, ils sont nombreux ceux qui travaillent encore pour le compte des anciennes colonies. Je pense que vous posez la problématique des rapports des uns des autres avec la construction de ce que peut devenir ou bien est un pouvoir. C'est le pouvoir qui a été régente tous ces milieux que vous avez évoqués, la politique, les médias, les affaires. Les gens qui sont au pouvoir, ils essaient de le conserver en essayant de créer tout autour, n'est-ce pas, une espèce de socle qui leur permet de résister au temps et de conserver ce pouvoir. Et ceux qui sont à l'extérieur du pouvoir, qui essaient eux aussi, d'une certaine manière, de se construire, n'est-ce pas, un tremplin avec tous ces éléments qui vont leur permettre de se projeter en avant pour pouvoir acquérir le pouvoir. Là où la situation devient un peu plus compliquée pour les Africains que nous sommes, c'est le caractère, j'allais dire, d'une relation plus ou moins incestueuse entre la plupart de ces éléments qui constituent ce que j'appelle le pouvoir et un centre, peut-être invisible, mais qui agit avec une violence incroyable sur nous et qui déstructure tout. Il déstructure la morale, il déstructure la société, il déstructure nos économies, nos politiques, qui nous empêche d'avoir une sécurité sur le plan militaire qui soit à la hauteur de ce que nous voulons, n'est-ce pas, pour nous et pour nos enfants. Conséquence, nous plongeons dans la misère, nous dépendons des autres. Nous validons encore la thèse chère à Samir Amin du centre et de la périphérie. Oui. Nous sommes comme les obligés des autres, au point où c'est ceux qui sont les plus malins, les plus intelligents, pour pouvoir se rapprocher, n'est-ce pas, du centre, qui ont la capacité de donner l'impression qu'ils existent. Vous avez suivi dernièrement, M. Macron a invité un certain nombre d'intellectuels, commençons par eux, n'est-ce pas, pour soi-disant discuter et essayer d'avoir leur avis sur l'Afrique. Et parmi ces intellectuels, il y avait Achille Mbembe, dont que j'ai beaucoup adoré. Mais à la question de savoir qu'est-ce que ces gens sont allés faire avec Macron, c'est la grande interrogation. je pose beaucoup de questions. Est-ce que Macron ne sait pas ce qu'il y a à faire pour nous les Africains? Est-ce que Achille Mbembe ne sait pas ce qu'il y a à faire pour l'Afrique? Est-ce que ces gens-là qui sont allés rencontrer Macron, ils ont le courage, parce que l'invitation était, comment on dit ça, elle était publique, de nous faire un bref compte rendu de leur discussion avec M. Macron, honnête et sincère? Bon, on en vient sur le plan local. Et il y avait à un certain moment une impression comme s'il y avait des espèces de sous-comités de rédaction de France 24, de RFI et des médias occidentaux au niveau du média. Vous voyez des médias qui se disaient privés, qui se disaient des médias patriotiques, des médias au service de la nation, mais qui reprenaient pratiquement mot par mot les argumentaires développés par ces médias mainstream pour les appliquer chez nous. Conséquence, et si chez nous, il n'y avait plus, c'est-à-dire une parole vraie, une parole authentique, une parole qui sort de notre ventre et de notre cœur, de notre tête, qui exprime ce que nous voulons pour nos États et pour notre pays. Il faut appliquer les plans d'ajustement structurel. C'est comme des perroquets qui répétaient de manière mécanique tout l'argumentaire qui venait de l'Occident. Il faut que le FMI et la Banque mondiale soient considérés comme les deux grandes banques d'instances effectives où tout le monde doit passer pour valider les choix économiques de nos pays. Ils le répétaient à un plan fini comme des perroquets femelles, de perruches. Donc, etc. Voilà notre problématique. Mais aussi, parce que ce sont les mêmes médias qui sont soumis comme ça à l'ordre mondial qu'on invitait à gauche et à droite. Qu'on invitait à droite, qui pouvaient aller ici, qui pouvaient aller à l'ONU et qui revenaient avec des concepts tellement éculés qu'on se posait la question si nous vivons dans le même pays, dans le même continent. Maintenant, je pense qu'il y a un renouveau médiatique, un renouveau culturel. Et je n'ai pas oublié le monde des affaires. Je vous ai parlé hier de l'affaire de Dan Gettler. Oui. Ce sulfureux homme d'affaires israélien qui a pu, reçu la prouesse de compromettre une banque, Aflanfes Bank, vous l'avez dit hier, oui, pour faire passer frauduleusement, en fait pour blanchir, de l'argent, il faut le dire. De l'argent qu'il a acquis de manière frauduleuse au niveau de la République démocratique du Congo, à se poser la question, mais même dans le monde des affaires, une banque comme Aflanfes Bank qui était plus ou moins la fierté des Africains, je veux dire d'abord des Camerounais,
on la retrouve embourbée dans de la gadoue. À ce niveau, on se pose que finalement, à qui devons-nous faire confiance parmi ces happy few qui nous dirigent dans tous les secteurs, n'est-ce pas, de la vie politique et publique de nos pays. Donc je pense sincèrement que le nœud du problème, j'allais dire la racine de ce mal, vient de la manière, pour la plupart, je ne dis pas tous, mais la manière pour la plupart de nos États, comment nous avons accédé aux indépendances. Quand vous avez des pays où les gens ont l'impression que c'était le bon vouloir de colonial master de leur octroyer l'indépendance, ils ont créé une couche, ils ont créé une élite qui est complètement comme un chien couchant devant l'impérialisme. Mais quand vous avez aussi d'autres pays où les gens se sont battus, ils ont vraiment donné de leur sueur, de leur sang pour acquérir cette indépendance-là, dont ils ne doivent rien pratiquement à personne. Vous avez notre type, n'est-ce pas, de réflexe, notre type de réaction de cette élite-là par rapport aux enjeux de l'heure. On parle du Vietnam, on parle du Vietnam de temps en temps, mais regardez ce pays, le Vietnam, qui a subi 2 violentes guerres. Mais regardez le comportement des intellectuels vietnamiens dans tous les niveaux là que vous avez évoqués, politique, médias, et milieu d'affaires. Aujourd'hui dans le monde, ils font tout pour aller à la conquête de ceux qui n'ont pas l'extérieur pour ramener chez eux. Alors que le Vietnam, excusez-moi, ce n'est pas les insulter, mais ce n'est pas un aussi grand pays. Regardez Cuba. Regardez les autres, même les pays anglophones qui essayent. Quand je parle de Kenya, par exemple, les gens rigolent ici. Mais regarde comment ces gens-là se comportent vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'extérieur. Mais quand vous entrez, le terme précaré que beaucoup n'aiment pas, mais malheureusement qui existe encore, en attendant qu'on abolisse avec les accords coloniaux, les bases militaires, le franc CFA, n'est-ce pas? Mais quand vous regardez un peu dans cet espace-là, comment ça se passe, c'est à qui dit, oh, excusez-moi, je n'étais pas là parce que madame allait faire notre dernier bébé, mais c'est à Paris que ça se passe, vous savez, bon, à vos hôpitaux là, alors que c'est eux qui sont au pouvoir. Ils sont incapables de comprendre qu'il y a un problème. Donc cette corruption vient de là. Oui. Et puis maintenant, pour sortir, je vais revenir plus tard, le moment le plus ultime de la corruption dans nos États, de ces liens solides, de cet enfermement, ce ficelage, se passe pendant les élections, curieusement. C'est pendant les élections que la France-Afrique, par exemple, dans nos États, procède agit à une corruption incroyable. Et tout ce qui court là, qui se couche, le plaventrisme là, pour entrer soi-disant dans les institutions de manière plus ou moins biaisée, regardez très bien, tout tourne autour de la corruption. Et après, on va voir des gens qui vont vous dire qu'ils sont des opposants et qui combattent le système, alors que c'est à la grosse mamelle nourricière de ce régime qui se sont nourris. Ah, malheureusement, c'est ça le problème pour l'instant. Honorable Marlise Dolabel, je vais me tourner vers vous. Finalement, il faut le dire comme ça, le colonisateur n'a jamais quitté l'Afrique, puisqu'il a laissé sur le sol africain ses enfants qui continuent sa sale besogne. Je trouve que certains développements sont un peu simplistes. Oui. Parce que moi, ça m'a l'air un peu plus complexe que ça. Oui. Si 1% de la population du monde vit avec 90% des ressources du monde, c'est bien parce que le système qui est mis en place sur le plan international est fait pour que ces 1% continuent à gérer le monde. À gérer le monde. Et ce n'est donc pas le fait forcément de nos élites étant elles-mêmes victimes. Parce que quand un phénomène commence à devenir récurrent à 99%, ça veut dire que vous ne pouvez plus penser sereinement qu'il s'agit de la déviance d'une petite minorité de l'élite africaine. C'est bien plus complexe que ça. Toute l'organisation mise en place dans le monde est là pour que les 1% continuent à piller le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Donc toutes les structures que nous connaissons, tous les acteurs de la finance internationale sont là pour que les politiques, les médias, les acteurs de la société civile soutiennent
leur plan. Parce qu'il y a bien évidemment un plan. Alors moi, quand on me cite un pays comme le Cuba, comme une référence de réussite, non. Le Cuba a résisté parce que marxistes, ils ont mené aux côtés de l'Union soviétique et du reste un combat qu'on peut saluer. Mais le résultat au jour J, c'est quoi? C'est quoi Cuba? C'est tous les maux que nous connaissons. Est-ce que par exemple Cuba a réussi à résoudre le problème de la supériorité de la race blanche? Qui est pauvre au Cuba? Oui, au Cuba. Qui est pauvre à Cuba? C'est les Indiens et les Noirs. Donc, c'est pas pour moi, c'est pas des exemples de réussite. Tous les fléaux qui tournent autour de la drogue et de la grande délinquance, on la trouve où? Donc, c'est pour ça que des fois, je pense que l'Afrique doit trouver une solution. Cette solution, elle peut passer par la rupture. Oui. Mais ça m'étonnerait qu'on ait les moyens... Une rupture pacifique ou alors brutale? Non, pacifique. Parce que quand on passe par la rupture brutale, les guerres, etc., ça détruit tellement que des fois on se demande si ça valait la peine. Oui. Bon. Donc, moi, je pense à une rupture d'ordre intellectuel sur le plan de l'engagement culturel qui nous permette de nous positionner comme des acteurs décisifs. C'est nous qui avons les ressources. L'organisation mise en place depuis des siècles, malheureusement, ne nous permet pas d'accéder à ces richesses. Oui. Mais en créant cette rupture politique, culturelle, nous pouvons, et en formant notre élite, parce qu'il y a une différence. Quand par exemple les institutions de Bretton Woods arrivent avec leur FMI, etc., c'est sûr que si leur intention c'est de nous prêter de l'argent, entre guillemets, ou alors de nous servir des aides, entre guillemets, oui, cela se passera avec moins de conséquences si nous avons des cadres capables de contribuer et de discuter d'égal à égal avec les experts de ces institutions. D'accord? Donc, la formation est aussi importante. Donc, il y a les tripes, il y a le cœur, oui, et il y a le cerveau que nous devons mettre en marche pour. Mais je ne crois pas que c'est trop simplement dit en disant qu'il y a une élite qui sait. Où est donc l'élite qui ne sait pas? Le monde en l'état actuel nous montre que le plan de la nouvelle nouvel ordre mondial, les globalistes, les mondialistes, est en marche. La mondialisation, la globalisation a certainement des effets positifs, mais croyez-moi, elle a aussi beaucoup d'effets négatifs pour lesquels nous n'arrivons pas à bâtir des barrières pour nous protéger. Nous n'arrivons pas. Donc, la réflexion doit aller dans ce sens-là et pas nous limiter à aller trouver le responsable immédiat. Peut-être que le responsable immédiat n'est qu'une victime. Donc, c'est un peu la réponse que je voulais apporter après l'intervention de mon co-panéliste concernant cette situation difficile de par le monde. On va revenir avec vous dans un instant. Albert Anatole, ici, finalement, si les endocolons sont des victimes, on va le dire comme ça, en tout cas pour l'honorable Marlys Doualabel, les endocolons sont des victimes, eux qui, à un moment donné, sont obligés de servir, en tout cas, l'ancien colonisateur, continuent en tout cas le jouer également, il faut le dire comme ça, le jeu trouble, hein, il faut le dire, des 1% de cette population qui veulent les 90% des richesses de la terre. Oui, et moi je voudrais m'inscrire en faux par rapport à cet argumentaire. Dans mon raisonnement, oui, même dans mon fonctionnement personnel, j'ai toujours mis en exergue le principe du libre choix. Pour vous, tout le monde a le choix. On a toujours le choix de faire le bon ou le mauvais choix. Je pense que c'est le libre arbitre, si vous voulez. Oui. On a toujours cette liberté. La problématique que vous mettez sur la table pose à mon sens deux choses. D'un côté, vous avez la France-Afrique et ses métastases.
De l'autre côté, vous avez le nouvel ordre mondial, mais je vais commencer par la France-Afrique, puisqu'il y en a qui ont annoncé sa fin. Ce qui n'est pas encore le cas, malheureusement. Tout à l'heure, vous avez convoqué un événement qui ne s'est pas passé à l'Élysée, entre autres. Je voudrais insister sur les relais locaux. Parce que vous avez convoqué un certain nombre d'acteurs sociaux. Je parle justement des relais locaux. Ouais, je me pose d'ailleurs la question de savoir. Vous avez convoqué un certain nombre d'acteurs locaux et actifs, c'est-à-dire les milieux d'affaires, les hommes politiques, les médias. Mais vous avez également oublié de convoquer les universitaires, et pas c'est important. Les intellectuels, si vous voulez. Oui. Parce qu'ils jouent un rôle très très prépondérant dans cette affaire-là. Donc, en fait, le colon, il est parti, mais il n'est pas parti. Ça dit qu'il a laissé sur place. La preuve, c'est que l'administration qui sous-tend la gestion de nos États, notamment dans l'espace francophone, et le copier-coller justement de la constitution française et de la structuration de la société française. C'est exactement ça. Il n'y a rien qui a été inventé, qu'on a réinventé, ou bien on s'est tout approprié, on s'est réapproprié tous les métastases de cette affaire. Donc je pense donc que quand j'ai dit ça, il faut donc questionner, à mon sens, les effets pervers de la France-Afrique. Puis c'est de ça qu'il est question. Oui. Lorsque M. Macron prend sur lui, entre autres, parce que c'est lui qui est aux affaires actuellement, il prend sur lui de parler avec beaucoup de condescendance, puisque nous sommes dans un rapport, dans les rapports de dominant-dominé. C'est seulement ça qu'il s'agit. Lorsque vous êtes dans les rapports de dominant-dominé, c'est pour ça que M. Macron peut prendre sur lui la liberté de parler avec paternalisme aux chefs d'État des pays souverains, entre guillemets, et indépendants, entre guillemets, et leur demander de venir à l'Élysée lui expliquer pourquoi est-ce que de préciser effectivement leur intention par rapport à l'engagement de la France au Sahel. Et ces 5 chefs d'État que vous connaissez prennent leur avion, ils vont s'asseoir tout du maître, qui pour se mettre à pontifier. C'est ça le problème africain. C'est-à-dire, l'on n'aura pas d'une rupture. Elle a dit quoi? Rupture quoi? Non, ça doit être violent. Cette rupture doit être violente parce qu'il n'y a rien à négocier. Parce que les effets pervers de la France-Afrique sur le continent africain, nous en connaissons les dégâts. Et c'est violent, et ils sont violents. Peut-être ne prennent plus le fusil comme avant pour nous fusiller comme ce fut le cas au camp de Tiaroy au Sénégal, mais c'est violent. Donc, ils ne pourront pas partir de leur propre chef dans le cadre d'une négociation, jamais. Je voudrais quand même vous rappeler quelques faits historiques d'eux. Lorsque les Français partent du Cameroun, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'ils font des infrastructures socio-économiques qui ont été conçues par les Allemands? Ils les détruisent, n'est-ce pas? Ils les détruisent, entièrement et totalement. Ils les détruisent. Au Congo, après une sale guerre qu'ils ont engagée, entretenue, qu'est-ce qu'ils font du matériel militaire? Ils le détruisent et ils l'ensevelissent, non? L'enterrent carrément dans le sol, oui. Tout récemment, du côté du Cameroun, avec la gestion du terminal conteneur de Douala, vous avez vu une fillette du groupe Bolloré, non? Comment il s'est comporté? Elle non seulement est partie avec l'argent, les milliards du contribuable camerounais qui ont été perçus et non reversés au trésor public camerounais, mais ils ont carrément détruit le logiciel d'exploitation. Bon, vous voulez qu'on négocie avec ces individus? C'est pas possible. Il ne peut pas entendre. Il faut utiliser le langage. Il faut utiliser les mêmes armes qu'ils utilisent, le langage qu'ils utilisent, qu'ils aiment entendre le mieux. C'est pas possible de négocier avec ces gens. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vous le dis, c'est pas possible. Donc, maintenant, je voudrais aller au niveau dans le deuxième palier, pas du nouvel ordre mondial. Justement, ça participe de tout ça parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, la France n'est que la face visible de l'iceberg. Puisque très souvent, vous ne verrez jamais la France sur un théâtre d'opération sans qu'il y ait les Nations Unies, sans qu'il y ait les États-Unis, l'OTAN, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne derrière. Ça veut dire qu'on lui dit, c'est toi, c'est ta plantation, c'est toi qui connais tes gens, demande-nous ce qu'il te faut, on te donne l'appui nécessaire. C'est comme ça que la France fonctionne sur le territoire, sur le continent africain. Entre autres, il n'y a pas que la France, parce qu'il y a d'autres anciens colonisateurs qui
peut-être qui sont moins présents, dont l'action est moins pernicieuse, mais que celle de la France. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec le nouvel ordre mondial, vous avez donc des rôles, les métastars, c'est-à-dire vous, ça se recouvre au niveau des médias. Nous sommes dans les médias. Vous avez des médias qui sont financés par des institutions internationales pour faire un bashing au sein de leurs États. Vous avez des organisations de la société civile qui sont financées. Lorsque Human Rights Watch vous fait des rapports, vous avez vu un responsable de Human Rights Watch au nord ou au sud-ouest. Ce sont des Camerounais qui font des rapports. Ce sont des Camerounais. Très souvent, ce sont des hommes de médias, des hommes d'église. Ça aussi là encore, des hommes d'église. Vous avez des ONG, des membres de la société civile, vous avez des avocats. Vous avez quelquefois même des villageois. C'est de ça qu'il s'agit, parce qu'ils sont financés de l'extérieur. Vous n'avez jamais vu un responsable du Human Rights Watch de ce côté. Vous avez donc les médias, justement, puisque nous sommes des journalistes, c'est important d'insister là-dessus parce que ça joue un rôle important. Aujourd'hui, vous avez tout à l'heure passé le souligner, c'est-à-dire que le signal de DBS, quelquefois, il est dégagé. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau son qui est... Parce que le DBS a un autre son de cloche. C'est comme ça. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine responsabilisation des acteurs, de nos acteurs, et une éducation. Vous avez les intellectuels, les vrais. Ils jouent un rôle pernicieux. Très pernicieux, très pernicieux. La preuve, très souvent, certains ont fait les études à la Sorbonne, à Bordeaux et tout ce que vous voulez. Donc, ils ont gardé des relais. La preuve, vous avez des hommes politiques sur le continent africain d'une manière générale, notamment dans l'espace francophone. Quand il veut prétendre à un fauteuil présidentiel, qu'est-ce qu'il fait? Il fait d'abord le tour de la planète, non? Il va se faire adouber, en tout cas. Il fait le tour de la planète. Il n'y a pas très longtemps, vous avez vu un candidat du côté du Niger qui a fait d'abord qui allait prendre sa feuille de route du côté de Paris. Il faut lui donner son nom, c'est Mohamed Bazoum. Avant le second tour. Avant le second tour. Dans l'entre-tour. Donc je pense que il faut qu'on soit sérieux. Et je crois que le plus grand danger de l'Afrique, ce sont ses ennemis intérieurs. Ce sont ses ennemis intérieurs, c'est le plus grand danger parce que ceux qui viennent de l'extérieur, on peut les contenir. Mais ceux qui viennent de l'intérieur, quelquefois, c'est votre voisin. C'est votre voisin, on vous comprend bien, Albert Natola ici. Rodik Tchekwara. En tout cas, les ennemis de l'Afrique sont à l'intérieur et c'est ceux qui continuent, en tout cas, le sale travail des Occidentaux, le sale travail de colonisateurs, eux qui continuent justement à relayer. Voilà pourquoi nous nous interrogeons dans ce matin. Est-ce les relais de l'impérialisme globaliste? Bon, les relais sont à l'intérieur. On est tous d'accord et c'est un fait indéniable. Je me réjouis que l'avis de Anatole ici rejoint la mienne parce que je fais partie de ceux qui pensent que la faute nous revient effectivement. Oui. Et que si nous devons évoluer, nous devons faire une introspection. Oui, faire une introspection et travailler sur nous-mêmes. Si je peux prendre un exemple, la question de l'endettement par exemple. Tout à l'heure, je lisais à la une d'un journal que la dette du Cameroun a quadruplé en 13 ans. En 13 ans, oui. Voilà. La question que je me pose, c'est que pourquoi est-ce que sommes-nous obligés de nous endetter pour nous développer? Et je disais tantôt que pourquoi nous devons travailler sur nous-mêmes? Parce que si vous vous endettez, je vais prendre un exemple de l'être humain lui-même. Si vous prenez le choix de vous endetter parce que vous voulez vivre au-dessus de vos moyens. Avec cet argent, vous allez investir, vous allez construire des immeubles. Mais voyez-vous, à la fin, si vous n'êtes pas capable de rembourser l'argent que vous empruntez, c'est le créancier qui va venir vous prendre tout ce que vous avez. Et voilà, vous allez retourner au statut précédente. Donc, pour dire que la question de l'endettement, voilà un exemple que nous prenons. Parce que si nous voulons sortir de cette spirale, où il faut absolument se lier aux autres. Bon, c'est vrai que le monde on ne peut pas vivre sans les autres. On ne peut pas vivre sans les autres. On vous comprend parfaitement, oui. Nous avons le choix. Je rejoins encore l'idée d'Anatole ici. Nous avons le choix de prendre des décisions qui nous reviennent à nous-mêmes pour pouvoir nous développer.
Parce que la question, c'est quoi? C'est que, à défaut de s'endetter pour travailler, la décision qu'on peut prendre, c'est que il faut travailler avec les éléments locaux. On a des chefs d'entreprise à l'intérieur du pays. On a des entreprises qui produisent de la richesse, qui emploient des gens et qui produisent des impôts. Vous devez développer des mécanismes à l'intérieur de vous-même pour trouver les ressources de vos propres développements. Au lieu de se lier aux autres qui vont vous emprunter de l'argent et vous allez rester dépendant et ad vitam aeternam. Donc voilà ce que moi je pense de cette idée. Nous devons travailler sur nous-mêmes et vraiment faire à ce que ne plus dépendre du système néocolonial. Ne plus dépendre du système néocolonial. Messieurs, il y a d'ailleurs, c'est Patient Parfait d'Homme qui a relevé ce détail. On va regarder la vidéo ensemble de ce qui s'était passé justement du côté de la République démocratique du Congo avec Afriland First Bank. Avec cet homme justement qui passe la majeure partie du temps à blanchir de l'argent passant justement par cette banque avec la complicité de la réalisation. On va regarder un bout et nous allons comprendre. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle incroyable de Navi Malela. Cet informaticien congolais a dû fuir son propre pays et se réfugier en Europe après avoir dénoncé les pratiques de sa banque. Ce sont des irrégularités énormes qu'on a dénoncées. Je suis fier d'être ce lanceur d'alerte, d'être ce Congolais qui puisse dire non à la mise à mort de mon pays. S'il faut le refaire, je le referai. Son parcours n'a rien d'un Snowden ou d'un Falciani. Lui, c'est dans cette petite agence bancaire d'Afriland à Kinshasa qu'il travaillait lorsqu'il est devenu lanceur d'alerte. En 2018, il était installé à son bureau comme tous les jours lorsqu'il voit passer dans le couloir Dan Gertler, l'une des plus grosses fortunes mondiales. Moi, je l'ai connu quand j'ai suivi un documentaire sur YouTube qui parlait de lui en tant que magnat des minerais au Congo. Ça m'a étonné de le voir dans nos installations. C'était la première fois. J'ai posé la question à l'autre collègue, à Grady Coco. Je lui ai dit, est-ce que tu connais ce monsieur? Il m'a dit non. Je lui ai dit, si ce monsieur commence à revenir dans notre banque, on aura des sérieux problèmes. Cuivre, diamant, cobalt, c'est bien simple en RDC, rien ne lui échappe, il a bâti un empire en rachetant des permis miniers à très bas prix pour les revendre à prix d'or à des compagnies internationales comme Glencore. Comme le prouve ce document du Trésor américain, rien qu'en 2 ans, il aurait fait perdre plus d'1,36 milliard de dollars au peuple congolais. Résultat, les États-Unis l'ont placé sous sanction dès décembre 2017. Ça signifie qu'on ne peut pas travailler avec cette personne. Ça, c'est clair et net. Pourtant, quelques mois plus tard, c'est bien ce même Dan Gertler que Navi Malela a rencontré dans les couloirs d'Afriland à Kinshasa. Il constate que des millions de dollars sont déposés sur des comptes des proches de Dan Gertler. Pour contourner les sanctions, ces dollars sont convertis en euros puis réexpédiés à l'étranger. Navi Malela tente alors d'alerter sa direction, il écrit des rapports, mais rien ne se passe. Il décide alors d'agir. J'ai pris encore le risque d'envoyer les mêmes informations au vice-président du groupe. Et il m'avait promis une descente donc à Kinshasa pour une mission autour de ces informations. Mais jusqu'à mon départ du Congo, cette mission n'a jamais été effectuée. Grâce à lui, nous avons pu éplucher des milliers de documents bancaires, une fuite de grande ampleur qui fait des vagues jusqu'en Suisse car le siège de la holding d'Afriland n'est pas à Kinshasa, mais à Neuchâtel. Oui, vous avez bien entendu, à Neuchâtel. Évidemment, je me suis rendue sur place, mais vous allez le voir, aucune trace de banque. Bonjour, je cherche la banque Afriland. Oui, c'est bien ici? Oui et non, mais attendez. Oui et non. Je vais poser ça. Alors, pardon. Pas de souci. Oui. Je suis journaliste pour la RTS et je cherche la banque Afriland. Alors, en fait, ils sont pas là physiquement, en fait. Ils ont leur adresse ici. Vous redirigez le courrier, c'est juste ça que... Ok. Et vous avez entendu que cette banque, elle est soupçonnée d'avoir contourné les sanctions américaines, d'être liée à des scandales de corruption, etc. Non, après, voilà, non. Et on n'a pas autrement des contacts avec eux. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Ne manquez pas notre enquête complète. Messieurs, vous avez suivi justement cette vidéo avec nous. On parle de monsieur Malela. Et sans oublier de Dan Gardler, l'une des plus grandes fortunes du monde, qui blanchit de l'argent du côté de la République démocratique du Congo. C'est plus d'1 milliard, 1,36 milliard de dollars, il faut le dire, qu'il a fait perdre au Congo. Ça, pour l'instant, ce ne sont que des chiffres que notre journaliste nous donne là. Mais on va par exemple dire que c'est plus que ça. Et voilà justement un autre problème. Je reviens justement sur notre sujet ce matin, les relais locaux de l'impérialisme mondialiste. Parce que jusqu'à preuve de contraire, M. Malela déclare haut et fort qu'il a fait des rapports, mais qui n'ont eu aucun succès. D'ailleurs, maman lui a promis que le directeur général, le grand banquier, viendrait sur le sol congolais, mais il n'est jamais venu. Donc, on comprend quand même qu'il y a des complicités au sein même de nos États. Mais, tout à l'heure, quand j'écoutais madame développer, j'avais envie d'éclater de rire. D'abord, je tiens à féliciter madame, cadre du RDPC, mais qui apparemment, pour l'instant, n'est pas connue dans une quelconque affaire. Parce que c'est la chose la mieux partagée parmi ses anciens. Non, madame Marie-Jola, elle n'est pas là-dedans. Vous êtes du même avis, juste que vous ne vous comprenez pas. Allons-y. Je vous dis, n'allez pas chercher dans le Congo loin. Oui. Ses propres camarades. Un a été ramassé au niveau du Nigeria, avec des milliards en poche. Il était en fuite. Il est actuellement à Kondengui. Quand le président Paul Biya lui-même, il dit aux gens, faites attention, sinon vous allez rendre gorge. Il ne parle pas, ce n'est pas une vue d'esprit. C'est des choses réelles qui existent. Donc, alors, apparemment, eux aussi sont des victimes. C'est là qui pillent les caisses d'État. Non, faisons attention, ce n'est pas eux les responsables, ce sont plutôt les victimes de ce système mondial et mondialisé qui existe. Mais soyez sérieux, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Donc, je continue de dire, madame, que oui, il y a ce que j'appelle souvent sur le plateau, je l'explique tout le temps, la contradiction première. C'est ce que nous connaissons. C'est cet impérialisme, cet ordre mondial, c'est ces happy few sur le plan mondial qui constituent 1 à 2% et qui ont 90% de nos richesses. Mais il y a la contradiction secondaire, constituée de nos propres frères, qui... Elle ne l'a pas nié, hein. Eh oui, mais dont on ne peut pas les dédouaner. Ils ont, comme Anatole l'a dit, c'est une question de choix. Ils ont fait un choix, le choix de la collaboration, n'est-ce pas, avec ces élites mondialisées. Ils ont fait le choix de participer à leur manière, de manière active au pillage de leur continent, de leur pays, au détriment de leur peuple. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas blanchir tout ce monde-là. Et ça, c'est très très dangereux d'essayer de le faire. Les victimes du nouvel ordre mondial, j'entends des curiosités. Et non, ce ne sont pas les victimes du nouvel ordre mondial. Ce ne sont pas des victimes, ce sont des complices de ce nouvel ordre mondial. Sur tous les plans. Ils sont dans leurs ordres ésotériques, mystico-religieux, ils sont dans ceci, de cela et cela. Ils sont là-dedans, on leur donne des instructions, allez faire comme ça, si vous voulez avoir tel poste, et ils le font. Ils oublient même d'où ils sont venus. La plupart, quand on remonte 40-50 ans en arrière, ils avaient encore des chics aux pieds. Excusez-moi les termes, mais c'est la vérité. Donc ils ont vécu dans des conditions, n'est-ce pas, presque misérables. Mais parce qu'on leur a dit, oh professeur, oh docteur, oh grand commis, oh grand ministre, ils changent complètement, ils n'est plus avec vous. Vous voyez? Donc c'est ça le problème. Le problème de fond dans cette affaire-là, je l'ai dit à l'entame excusez-moi, je n'aime pas les mots que tout le monde utilise, au début de mon exposé, la première partie, que c'est la manière dont nous sommes arrivés à l'indépendance. C'est une question de choix. On a donné l'indépendance aux gens qui n'avaient aucune estime, aucune ambition, ni pour leur peuple, ni pour leur pays, pour leur continent. Nous avons la question du contentieux historique. Je reviens souvent là-dessus. J'étais très amusé dernièrement d'écouter un responsable de la commission de bilinguisme et du multiculturalisme revenir sur cette question de contentieux historique. Tant qu'on n'a pas pugé cette question-là, effectivement, on va continuer à avoir des choses comme celles que nous avons là. Madame a dit une autre chose qui m'a hérissé de poil par rapport au grand fonctionnaire de la Banque mondiale et de FMI qui vient discuter avec nous. Elle dit oui, il faut qu'on éduque, il faut qu'on muscle complètement le savoir de nos hauts cadres, peut-être parce qu'ils n'ont pas les compétences pour discuter avec ces cadres de FMI de la Banque mondiale. Mais comment on peut continuer à insulter les Africains jusqu'à ce niveau, madame? Monsieur Frédéric Kodok, vous savez que je ne porte pas beaucoup à cœur d'autres problèmes. Mais il a vu débarquer un jour dans son bureau deux petits blancs becs.
venant d'expliquer l'économie. Il leur a dit, vous êtes malade, sortez de mon bureau. Sortez de mon bureau. Qui êtes-vous? Vous avez fait vos études d'économie où? Vous connaissez l'économie africaine et camerounaise mieux que moi? De quoi vous parlez? Donc ce n'est pas une question de compétence, je continue de le dire, nous avons des compétences. J'estime que madame elle-même est une compétence. Comment on peut s'auto-flageller comme ça éternellement? Nous avons des compétences, le problème, c'est la volonté politique de mettre en marche un certain nombre de mécanismes pour que nous puissions nous-mêmes choisir notre voie. On peut se tromper, on peut tomber, mais on va finir par se relever. C'est ça la marche du monde. Ce soir, pour la question de Cuba, oui, chaque société a ses propres dynamiques. Mais n'insultez pas Cuba, c'est trop grave. Je commence par le tour de sang. On a Ebola dernièrement en Afrique de l'Ouest. Sans les médecins cubains, on aurait encore eu des milliers de morts. En Angola, quand l'Afrique du Sud raciste décide de tout dévaler, jusqu'au même au niveau du Cameroun, c'est une opération montée par les Cubains qui vont bloquer complètement cette ambition, n'est-ce pas, de Peter Botha et de ses amis. Des centaines, voire des milliers de Cubains sont morts. Vous ne pouvez pas insulter un peuple pareil. Vous ne pouvez pas. Au point où même avec la première phase du coronavirus, on a vu des médecins cubains aller sauver les Italiens. Voilà un peuple. Dites ce que vous voulez. Mais qui a la capacité d'apporter sa contribution, n'est-ce pas, au bien-être de l'humanité. Nous les Africains, malgré nos intelligences, malgré nos richesses, nous sommes assis sur des tas, n'est-ce pas, de minerais. On en parlait encore hier. On a découvert encore, je vous ai donné l'information aussi, comment dire ça, un site riche en aïe de Congo. D'abord, on a découvert une montagne d'or. Les populations essaient de se servir comme ils peuvent. Mais il n'y a pas que ça. Du lithium. On a trouvé un gisement de lithium incroyable à l'est de la République du Congo. Et vous savez aujourd'hui le rôle du lithium dans tout ce que vous avez de voitures propres, de machins, dans toutes ces batteries, de toutes vos histoires. Hein? Mais vous allez voir qu'il y aura encore des gens au Congo qui vont jouer le rôle pour tracer le boulevard à un bandit comme Dan Detler. Et une banque africaine qui va accepter de servir de Kilave pour blanchir cet argent-là pour qu'elle puisse rentrer dans le réseau international. On parle de la drogue, mais bon sang, on n'a pas de document, j'ai entendu parler de la drogue. Bravo. Mais on a oublié que alors que les Noirs américains se battaient, n'est-ce pas, pour les droits civiques, que c'est la CIA qui a introduit, n'est-ce pas, comment dire ça, l'importation et la consommation de la drogue dans le milieu des jeunes noirs américains pour qu'ils soient des zinzins, oui. Et soient incapables de renforcer les rangs de ceux qui se battaient pour les droits civiques aux États-Unis. C'était Cuba. Bon, je continue de penser, pour sortir, que nous avons le devoir de continuer à lutter, parce qu'on n'a pas de choix. Nos prédécesseurs nous ont montré la voie. Si nous sommes de dignes africains et panafricanistes, nous sommes obligés de suivre cette voie-là. Elle apportera ce qu'elle apportera. Tout le monde entier ne peut pas être des chiens couchants devant l'impérialisme mondial. C'est une donne qui existe aujourd'hui, mais c'est un fait. Mais nous devons travailler pour changer complètement cette donne-là. Et ça dépend uniquement de notre propre volonté. Ça dépend uniquement de notre propre volonté. Vous êtes justement sur la même longueur d'onde parce que jusqu'à preuve de contraire, Madame Marlise Doualabel déclare haut et fort que ça dépend également de notre volonté, mais il faut également passer par l'éducation qui est la base de tout. Si je ne me trompe pas, Marlise Doualabel. Heureusement qu'il n'a pas éclaté de rire après mon propos. Non. Parce que j'aurais trouvé ça grossier et ce n'est pas le cas. Peu convenant. Maintenant, pour revenir à notre propos, ces discours-là, je les entends depuis que j'ai 20 ans. Et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas pu prospérer. Qu'est-ce que j'ai entendu depuis 20 ans? J'ai entendu depuis 20 ans que l'Occident nous utilise, 1, comme des cadets sociaux, 2, pour faire main basse de nos richesses. Oui. Qu'ils ont organisé des indépendances qui n'en sont pas. Ça, c'est pas des innovations. Ce qu'il dit là, on le dit depuis X années. Mais c'est des réalités. Mais bien sûr que c'est des réalités. Mais quand on a donc fini de dire que c'est des réalités, après, vous avez fait quoi, vous, personnellement, pour adresser? Non, la décision revient à chaque Camerounais. Parce que demain, vous pouvez être dirigeant de ce pays.
Et si vous ne vous êtes pas préparé à adresser ce type de problème, on n'aura pas avancé. Et dans plusieurs pays africains, on a changé des dirigeants. Et le problème est strictement le même. Oui. Je veux dire que si c'est aussi récurrent en Afrique, si l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, à une moindre mesure, ne s'en sortent pas, c'est parce qu'en face, il y a une organisation pérenne qui a pour objectif de freiner toute initiative. J'ai jamais parlé de l'incompétence de notre élite. Oui. Jamais. J'ai dit non. Ce que j'ai dit, c'est que si nous devons agir, ce n'est pas par la violence. Premièrement, oui, monsieur, c'est pas par la violence. Elle l'a dit. Premièrement, et deuxièmement, nous devons nous organiser pour qu'il y ait une révolution profonde en nous. Et ça passe par l'éducation et l'acquisition des expertises. S'il y a 10 personnes qui sont expertes, nous allons être bientôt, en 2050, nous allons être plus de... 54% de la population mondiale. Oui. Alors si nous sommes 54% de la population mondiale et que dans cette masse, il n'y a que 10 millions qui sont capacités, est-ce qu'on sera avancé? Donc, je voulais qu'on se dise la vérité. La vérité, c'est que pour affronter ce monde, ça ne s'affronte pas avec les discours estudiantins depuis 1920. Non. Oui, mais non, c'est pas insultant. C'est vous qui êtes passé à l'insulte. C'est vous qui êtes passé à l'insulte. Ça ne m'a pas du tout. Excusez-moi. Vous avez été incorrect parce que tout de suite, non, je ne l'ai pas dit. Vous avez dit qu'on manquait de cadre. Non, jamais, je ne l'ai pas dit. Les gens vont nous réécouter. Vous l'avez dit, madame. Mais non, monsieur, je ne l'ai pas dit. Je ne peux pas le dire parce que ce n'est pas ma conviction. Allons-y, madame. Et parce que ce n'est pas ma conviction, je ne peux pas faire ce type de déclaration. Alors, on va peut-être réécouter le moment venu, mais vous verrez que ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit exactement la chose suivante. Ok, il dit qu'il y a le libre arbitre. Alors, s'il y a le libre arbitre et qu'aucun des pays africains, aucun des pays de l'Amérique latine n'arrive véritablement à reprendre le contrôle de ses affaires, c'est qu'il y a quelque part quelque chose de commun. Et c'est ce quelque chose de commun qu'il faut briser. Le reste, Cuba, je n'ai jamais dit que Cuba n'avait pas de qualité. Mais je veux dire que si Cuba a des qualités, Cuba a aussi des tares. Et c'est pareil pour tous les pays. Alors ne dites pas que j'ai insulté les Cubains. Pourquoi est-ce que vous allez toujours directement à l'agression? Et avec ça, vous voulez changer quel monde? Vous ne changerez aucun monde. Madame, c'est l'argumentaire, c'est pas l'agression. Je peux aussi penser que vous l'agression. Monsieur, on vous comprend parfaitement. C'est simplement vous posez vos arguments, je pose les miennes. Merci, monsieur. On termine rapidement. C'est simplement parce que nous devons nous taire. Mais je ne veux pas que vous me considériez comme une femme. Mais bien sûr, on ne s'énerve pas. On ne s'énerve pas sur le plateau. On ne s'énerve pas. On ne s'énerve pas sur le plateau. Bon, monsieur, on revient avec vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci madame Marine Abel. Mais je n'ai jamais évoqué le fait que je sois femme. Je n'ai jamais évoqué le fait que je sois une femme pour avoir vos faveurs. Nous sommes des copénalistes et quand nous sommes des copénalistes, ce sont les arguments qui comptent. Et vous avez déraillé, monsieur. Merci beaucoup. Albert Anatola ici, jusqu'à preuve de contraire, on est juste dans la même longueur d'onde. C'est vrai que le feu est en train de prendre. On comprend parfaitement que les esprits s'échauffent. Je me tourne quand même vers vous, Albert Anatola ici, jusqu'à preuve de contraire. La responsabilité africaine, la responsabilité vient justement de ces hommes et femmes qui ont choisi, vous l'avez dit tout à l'heure, de travailler justement pour l'Occident. En tout cas, pour Marlise Dolabel, il faudrait d'abord éduquer, comprendre que, jusqu'à preuve de contraire, nous avons un ennemi commun et il faut le combattre. Écoutez, nous avons vous avez à l'échelle mondiale, oui, vous avez ce que je pourrais appeler les relations ou les rapports de connivence, et vous avez des rapports d'intérêt. C'est vrai que les éléments historiques qu'on voit l'honorable peuvent être pertinents, mais l'Algérie a fait comment? Comment est-ce que l'Algérie a fait pour sortir du bourbier colonial? Et après l'Algérie, non, j'y arrive, honorable. Non, alors, c'est pour vous dire que il faut quand même faire bouger les lignes. Oui. Tout à l'heure, je convoquais un élément factuel, c'est-à-dire ces rapports de dominant-dominé. C'est-à-dire que ce sont les Africains qui sont dominés, et les dominants, il y a la fin les autres,
comme je l'ai dit. Et vous avez même jusqu'à la présence d'une cellule africaine à l'Élysée. C'est-à-dire qu'un pays qui gouverne 14 voire 15 autres pays de son espace, parce qu'ils ont en partage la même langue, relativement la même histoire. Oui. Moi, ça me pose quand même problème. Et vous avez sur le territoire, sur le continent africain, des politiciens qui vous parlent de rupture, mais qui, au moindre coup de feu sur le continent africain, ils vont où? Chez celui qui leur demande la rupture. Dans la continuité, certainement. Puisque la personne, le donneur d'ordre, se donne la liberté d'aller changer les constitutions en Côte d'Ivoire, au Tchad, pour permettre à certains chefs d'État de rempiler. Et pendant qu'on dit qu'il faut un renouvellement démocratique, donc générationnel, mais ça veut dire que si vous ne comprenez pas l'affaire, c'est vous qui avez un problème. Ça veut dire qu'il faut éviter les contradictions. Il faut être cohérent. Donc, et vous avez donc les relais. Vous avez des relais locaux, justement, qui travaillent pour cela. Quelquefois j'ai l'habitude de caricaturer, et quelquefois de tirer des yeux, mais ça peut être, mais c'est vrai. Si maintenant, nous sommes sur ce plateau, le consulat de France annonce la gratuité des visas, vous allez voir des rangs à ne plus en finir. Ils vont aller prendre le visa. Sans la gratuité, il y a tous les rangs à l'heure à la ici. Bon. Sans la gratuité des visas, il y aura toujours les rangs. Hein, les rangs ne seront pas aussi impressionnants, mais je dis que si on annonce la gratuité des visas français, britanniques et consorts, vous allez les voir aller courir prendre les visas. Parce que justement, et là, ça se pose le problème d'éducation. L'éducation politique. D'abord, et l'éducation citoyenne. Parce qu'en fait, il faut comprendre comme une chose que tout est ici. Même l'aide qu'on dit qu'on accorde au continent africain, c'est la contrepartie n'est-ce pas, du produit du pillage qui revient sous forme d'aide. Est-ce qu'un pays a besoin d'une aide pour se développer? Je ne pense pas du tout. On doit pouvoir avoir des solutions endogènes, je précise ici là-dessus. Mais lorsque le GICAM demande aux MEDEF de venir investir au Cameroun, moi, ça me pose un problème. Puisque nous parlons de milieu d'affaires. Oui. Lorsque le GICAM demande au MEDEF, et nous connaissons qu'en France, sur le continent africain, ces gens-là, ils font tout sauf investir. Vous croyez qu'ils vont venir investir? C'est là. Alors qu'ils sont dans les problèmes eux-mêmes, qu'ils ne parviennent pas à résoudre. Ça veut dire que nous sommes dans la perpétuation l'endocolonial, du néocolonialisme avec ses métastases locales. Oui. Ça se passe, c'est vrai au Cameroun, au Gabon, au Sénégal, au Mali, partout où vous avez en partage la langue française. C'est la réalité. Faites, n'est-ce pas, le classement des pays les mieux développés, les plus développés du continent, aucun pays francophone. Les 10 premiers. Eh bien, aucun. Tu fais les 10 pays, aucun pays francophone. Messieurs, vous parlez la même langue, hein, et il faut préciser par ailleurs que vous avez les mêmes argumentaires avec Madame Marlise Doualabel, mais j'ai l'impression que vous ne vous comprenez pas. Non, c'est parce que je suis du NDPC. Non, ça n'a rien à voir. Messieurs, nous avons une dame sur le plateau, nous devons respecter les dames sur le plateau. Ne dis plus ça, ne dis plus ça. Elle n'est pas d'accord avec vous, hein. Nous devons respecter les dames. Il faut éviter les discussions viles sur le plateau. Rui Tchokwara, jusqu'à preuve de contraire, il faudrait quand même que nous sachions une chose simple, c'est qu'il faut quand même trouver des solutions. Pour Madame Marlise Doualabel, il est l'heure de trouver des solutions et ça passe par l'éducation. Effectivement, j'ai retenu trois mots dans son discours. Il y a la décision, oui. Il y a la révolution et il y a l'éducation. L'éducation. Ça veut dire qu'avec ce levier, nous pouvons travailler effectivement sur nous-mêmes. Et si je prends l'exemple, nous tous, nous savons que dans l'histoire de l'Afrique, il y a des figures qui ont essayé, qui ont tenté de prendre des décisions, oui. Même si à un moment donné, ils se sont retrouvés broyés dans cet engrenage. Mugabe, par exemple, au Zimbabwe, il a pris le risque d'engager une réforme agraire. Qu'est-ce qu'il a fait? À un moment donné, il s'est rendu compte que sa population n'avait pas de terre pour cultiver et que ce sont les Blancs, pour la plupart, qui occupaient la majeure partie. Il a décidé d'arracher les terres à ses colons pour faire une sorte de redistribution agraire. Mais c'était un accord. Hein. Oui, justement. Mais voilà des décisions courageuses qu'il faut
qu'il faut arriver à prendre à un moment donné. Et je voudrais aussi... Cette réforme n'était pas un succès quand même, hein. Il faut le dire. Oui, disons que, je l'ai dit. C'était déjà un acte quand même. C'est quand même un acte. Les autres vont torpiller. Sur le plan symbolique, c'était quelque chose à encourager. Mais il faut déjà avoir le courage de prendre ce genre de décisions. Des décisions. Oui. Bon, je voudrais un peu revenir sur le système, parce que j'ai également le sentiment que notre système de santé est également sous le joug de la néocolonisation. Oui. Parce que quand nous regardons comment cette pandémie de Covid-19 est gérée, on a le sentiment que déjà le système de nos hôpitaux, moi je ne comprends pas comment quand des personnalités sont malades, ils vont à l'étranger se soigner. On est obligé de les évacuer. Alors que nous avons des médecins chevronnés, nous avons des docteurs ici. Nous avons un ministère de la Santé. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'évacuer tous les temps les malades en Occident? Ça, c'est le premier point. Il y a un autre point, la question des médicaments. Vous allez constater que dans nos pharmacies, les médicaments sont devenus de plus en plus coûteux. Oui. Et alors que pour le système de traitement, pour ce qui concerne la question du Covid, nous avons quand même des tradipraticiens qui ont mis sur pied des médicaments, qui ont de protocoles. Hein. À l'exemple de Monseigneur Samuel Cléda. J'ai suivi ce matin notre ministre de la Santé dit qu'il était en réunion hier avec certains praticiens. Et effectivement, le but c'était de réfléchir comment trouver des solutions endogènes pour pouvoir lutter contre cette maladie. Et il disait aux praticiens qu'il lui arrive effectivement de prendre ces décoctions, mais que parmi eux, il y a des charlatans qui font que parfois, à un moment donné, on ne leur fait pas confiance. Mais pourquoi ne pas donc encourager? Moi, je sais quand même que pour la solution de Monseigneur Cléda, je crois qu'il y a des conventions qui ont été signées avec certaines formations hospitalières pour effectivement donner son produit aux patients. Donc voilà des solutions comme ça qu'on peut engager pour pouvoir sortir de cet engrenage qui nous font dépendre éternellement des autres. Mais il y a également que Mme Dolabel déclare que, par exemple, vous parliez tout à l'heure de cette réforme agraire du côté du Zimbabwe, oui. À chaque fois que les Occidentaux vont justement voir cette idée, tout de suite, ils vont la torpiller. Oui, mais écoutez, à un moment donné, un patient d'homme l'a dit tantôt, oui. Quand on prend des décisions, à un moment donné, il faut pouvoir assumer. C'est-à-dire que quand on décide d'emprunter un chemin, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais on va tomber. Mais si nous faisons cela une fois, 2 fois, on va finir par s'en sortir. On ne fait pas de Quitte à tomber 3, 10 fois, il faut toujours recommencer à zéro. Écoutez, on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Vous le savez très bien. Donc, ce sont des décisions courageuses. À un moment donné, quand on les prend, on doit pouvoir en assumer les conséquences. Et assumer, ça veut dire qu'à un moment donné, si vous voulez prendre une décision, il faudra étudier tous les paramètres, les pour et les contre, et puis voilà. Patient Parfum Dôme, on va revenir justement sur le sujet qui nous intéresse d'ailleurs ce matin. On va insister là-dessus. Afrique, politique, médias, milieu d'affaires et bien d'autres encore. Relais locaux de l'impérialisme mondialiste. Je prends un autre cas aujourd'hui. Vous avez souligné tout à l'heure que Emmanuel Macron, le président français, a invité certains intellectuels africains. En somme également, il y avait Achille Mbembe parmi eux. Je poserai la question finalement, si on le fait aujourd'hui, on parle de milieu d'affaires, on parle justement de ces ONG, on parle de ces intellectuels. Ça signifie qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Quand Emmanuel Macron prend l'initiative d'inviter des intellectuels africains à l'Élysée. Vous savez... Pour trouver des solutions aux problèmes africains. Vous avez votre plateau, vous jouez un rôle très nocif pour M. Macron. Vous lui donnez des coups de boutoir qui sont tellement d'une violence telle qu'il essaie de reprendre la main sur le jeu. Donc il essaie... L'histoire des sentiments anti-français, oui. Qu'est-ce qui se passe chez vous, dans votre continent? C'est vous qui êtes, entre guillemets, les élites, n'est-ce pas, qui sont, comment dire ça, les influenceurs, ça me concerne un autre nouveau mot que vous avez créé, les influenceurs, n'est-ce pas, de la démarche
et de la perception des choses de certains de vos compatriotes. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un terrain d'entente? On ne peut pas négocier? Voilà pourquoi elle les a appelés à l'Élysée. Mais bien sûr, c'est pour essayer de se servir d'eux, n'est-ce pas? Comme des bras qui vont essayer d'expliquer en réalité que la France n'est pas contre l'Afrique, mais ce n'est pas de ça que ça s'agit. Donc, c'est peine perdue. Parce que la jeunesse africaine, elle est ailleurs. Elle a d'autres envies. Je ne pense pas que c'est ni M. Mabankou, ni M. Mbembe qui viendront aujourd'hui changer la perception de cette réalité-là par les jeunes Africains. Ce n'est pas possible. Donc, je crois que de ce point de vue-là, Macron l'essaye. Il essaye avec l'ECO. Vous avez vu comment il a tout fait pour éventrer le projet authentique de l'Afrique de l'Ouest pour une monnaie commune au peuple de tout cet espace, avec son ami Ouattara. Comment ils ont pu l'éventrer? Le problème de la lutte, M. Ngos, ce n'est pas de dire que quand on va commencer, c'est sûr que on va nous empêcher de faire, ou bien on va glisser des pots de banane. Ça fait partie de la lutte. Ça fait partie de la lutte. Le problème, c'est que vous soyez capable de faire vos choses en fonction de vos propres choix. Que vos choix ne soient dictés par personne. Vous pouvez vous tromper, vous pouvez vous casser une jambe, mais vous serez au moins... J'ai dit, cette liberté de dire j'avance avec les choix que j'aime moi-même arrêter. Le problème de l'Afrique, c'est que nos choix ne sont pas arrêtés par nous. Pratiquement tous nos programmes économiques doivent avoir d'abord le OK de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Nous avons une monnaie qui n'est pas la nôtre. Nous avons tout ça. Le problème, c'est la collaboration, j'allais dire, la complicité de nos élites avec ce monde-là, mondialisé, avec ces 1%-là. Il y a une complicité réelle. Une complicité réelle. Sinon, comment comprendre que dans un pays comme le nôtre, où des gens connaissent notre passé, où on sait d'où on vient, où on sait toutes ces périodes d'esclavage, 4 siècles, le néocolonialisme 1 siècle, et le colonisme 1 siècle, mais vous avez un fils qui est allé à l'école avec l'argent des contribuables, parce qu'on l'oublie souvent. Tous ces gens-là qui se vendent d'être, je ne sais pas, professeurs en professorat, ils oublient que ça avait l'argent du petit vendeur de cacao, la petite femme qui vend au marché, qui allait à l'école, parce qu'à un moment donné, l'école était gratuite, il ne faut pas l'oublier. Avec les cahiers et les livres. Avec cet argent-là qu'il allait à l'école. Maintenant qu'il est revenu bâtir des diplômes et qu'il a été trié, choisi, copié, sur le volet, n'est-ce pas, par les dirigeants, il croit qu'il est arrivé et il commence à faire n'importe quoi. Nous avons donc, ce n'est pas seulement une question de camarades de Madame Douala, même des hommes d'affaires, on les voit à l'œuvre. Toujours dans les petits tripotillages pour ne pas payer, n'est-ce pas, les impôts, la juste valeur en termes d'impôts à l'État. On voit des gens être dans des conditions incroyables. Mais on ne va pas attendre aucun changement qualitatif dans le monde ne s'est pas fait tant qu'on a eu l'assentiment de milliers, je veux dire quasi total de tout le monde. C'est impossible. Même Jésus, il n'a pas d'abord converti le monde avant de commencer son œuvre. Il a choisi, vous connaissez, il a même choisi. Il a dit allez. Allez et puis ventiler cette idée-là, qui a pris corps aujourd'hui par une bonne partie du monde. Donc, les changements de cet ordre-là sont des changements qui doivent être d'abord avoir pour ADN la liberté. Oui. Il faut avoir la liberté de choisir la direction qu'on veut prendre. L'éducation, c'est moi qui parle tout le temps ainsi, en criant, en disant, il faut qu'on domestique la science, au sens large du terme. Hier encore, j'en parlais. Donc l'éducation fait partie, n'est-ce pas, de quelque chose de fondamental et d'essentiel. Mais dit-on, depuis plus de 60 ans, nous sommes indépendants. On n'a toujours pas eu des cadres capables de comprendre ce qu'il faut faire. Depuis 60 ans, on continue toujours d'être dans l'erreur. Mais attends, je ne comprends pas. On nous dit oui, on n'a pas encore bien éduqué, nous ne sommes pas encore bien, on ne comprend pas encore bien les enjeux, la complexité, n'est-ce pas, de ce nouveau monde qui nous entoure depuis plus de 60 ans. Si les gens là depuis 60 ans n'ont pas encore compris, ça veut dire que c'est eux qui ont échoué. Ce n'est pas le peuple qui a échoué, c'est eux. C'est eux qui ont échoué, c'est le problème. On me parle, oui, c'est moi qui vous le dis, j'ai dit, dans le précaré français, M. Ngos, les difficultés, les manquements sont d'ordre structurel, même pas conjoncturel, du Sénégal complètement jusqu'au Congo. S'il y a une pénurie d'eau au Cameroun, il y en a dans tous ces pays-là. Même chose, électricité, idem. Les infrastructures routières et tout ce que nous voulons, l'école, la même chose. C'est la bérésinette totale. Donc nous attaquons justement cette France-là qui nous assujettit pour leur dire que mais enlevez votre genou sur notre cou. Mais au même moment, nous disons à nos décideurs du moment
écoutez, ne continuez pas avec ce comportement qui n'a aucun sens. Je dis que le chef d'État camerounais, même président de RDPC, il ne le cesse de crier. Vous avez écouté le début d'énervement, qui disait carrément à ses fonctionnaires, mais vous avez trop volé. Mais malheureusement, il continue de faire avec ces mêmes gens qui ont trop volé. C'est ça le nœud du problème, M. Ngo. Ce n'est pas le fait que nous soyons des maboules, des gens tellement idiots qu'on ne sait pas ce qui est bien pour nous. Le problème, c'est que, oui, il y a une oligarchie sur le plan mondial qui a décidé, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le monde globalisé, de maintenir sur ce fouche codine le monde de telle manière que rien ne bouge. Mais cela est d'autant plus efficace parce qu'il y a des relais locaux qui ont pu faire cause pour cette vision-là. Et c'est ces gens-là que nous ne devons pas avoir de cesse de combattre. Maintenant, vraiment, il y a des comparaisons sur moi qui m'affligent. Vraiment des comparaisons affligeantes. On dit oui, mais dans tout le monde entier, nous avons toujours les mêmes problèmes. Mais est-ce que les problèmes se valent au même degré? Est-ce qu'on peut comparer le Cameroun avec la Chine? On ne peut pas. Mais les Chinois ont leurs problèmes. Plein de problèmes. Les Ouïghours, tout ça, ils ont leurs problèmes. Mais est-ce qu'on peut nous comparer? On ne peut pas. Même du point de vue même de la dignité, de la fierté individuelle, un Chinois, quand il est face à un nègre, il rigole. C'est seulement le terme. Comme Poutine disait, il dit voilà les gens dont les décideurs ne se servent de l'Afrique comme cimetière. Ici chez nous, ils se moquent même de nous. Ils viennent piller ici chez nous, ils envoient en Europe. Ils prennent les enfants, ils envoient là-bas. Madame, je me tais. Je donne la possibilité à madame de parler parce que c'est un discours d'étudiant et que ceux qui ne sont pas étudiants, qui sont aux affaires depuis 100 ans, ne me permettent pas d'avancer. Maintenant, donnons la place à l'intelligentsia. Ne pas parler Je vous remercie. Parfait, tu es déjà essoufflé. Toi, tu n'es pas essoufflé. Mais parce que je ne comprends pas comment les gens peuvent défendre encore un système aussi pourri. Moi, je ne comprends pas. Je vais me tourner justement vers Marlise Dolabel au Nord. Marlise Dolabel, ce matin, vous êtes une femme politique, vous êtes dans le RDP, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est le parti au pouvoir. Même au sein de votre parti politique, il y a quand même des gens qui ne veulent pas que les choses bougent. Comme préalable. Oui. Je suis une femme, une épouse, une mère. Oui. Ça, c'est dans le champ domestique. La courtoisie que vous pouvez me faire quand je suis avec vous, c'est de me considérer comme copanéliste. D'accord? D'accord. Ok, parfait, d'accord. On l'a retenu. Tu me l'accordes. Je te l'ai toujours accordé, madame. D'accord. Vos complicités, c'est pas sur mon plateau, les gars. C'est pas l'attitude féministe, j'espère. Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. Je ne pense pas qu'il y ait deux hommes plus heureux que le mien. Chapeau à celui-là. Bon, allons-y, Marie-Lise Dolabel. Excusez-moi, un autre préalable. J'ai lu quelque part, quand on s'occupait justement de ces problèmes, des solutions endogènes par rapport au Covid, j'ai lu le texte d'un Antillais qui racontait qu'il a pris 12 ans de bataille à l'Assemblée nationale pour faire accepter que les herbes et les écorces antillaises soient répertoriées comme des herbes médicinales dans le système de santé. 12 ans de combat. Donc, c'est vous dire que, quelque part, c'est une lutte acharnée, mais qui doit être bien construite et avec des gens, j'allais dire, bétonnés. Alors, quand je le dis, ça ne veut pas dire que ceux qui conduisent notre pays ne le sont pas. S'ils ne l'étaient pas, on ne s'en serait pas aussi bien sorti avec les différentes relations que nous avons avec ces acteurs de la finance internationale. Si nous n'avions pas des ministres de l'économie, des finances que nous avons, nous n'aurons peut-être pas atteint l'achèvement du PPTE dans le même bonheur et dans le même rythme qu'il a été implémenté. Moi, je crois que quand on nous entend, nous sommes parfaitement d'accord, tous les trois. Nous avons tous compris qu'il s'agit d'une bataille difficile, complexe. Nous avons également compris que l'avenir nous appartient. L'avenir appartient à l'Afrique. Maintenant, il faut que le jour du rendez-vous, nous soyons suffisamment outillés pour pousser la dernière barricade. Oui. Et pour moi, ça prend donc l'éducation. C'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance au système éducatif. C'est beaucoup de travail sur nous-mêmes. Beaucoup de travail sur nous-mêmes. Parce que nous avons déjà compris. Les Occidentaux savent que nous ne sommes pas des sous-hommes. Mais pour nous contraindre et nous arracher ce qui nous appartient, pour eux, la stratégie, c'est de nous mettre dans une posture de complexer. Oui.
vis-à-vis d'eux. Mais de plus en plus, vous voyez bien que notre jeunesse s'insurge contre cela et veut exister en tant que contributeur à part égale avec les autres races du monde. Donc, je voulais dire à Parfait que mon souci, c'est d'éviter de penser que nous pouvons mener une guerre armée, une lutte armée. Oui. Nous n'en avons pas les moyens. Et nous ne pouvons pas permettre que toute la population africaine soit décimée simplement parce que on n'y arrive pas encore. Non. Donnons-nous du temps, ça va plus durer. Mais préparons-nous. Préparons-nous de manière à ce que quand nous serons en posture de leadership, nous soyons capables de conduire le monde différemment et avec plus d'équité, plus de justice. Voilà ce que je voulais. Albert Natoula, ici on parle de milieu d'affaires, milieu politique, médias, les ONG également, la société civile, elle également est concernée et joue également le jeu de trouble de l'Occident. Oui, mais je l'ai dit tout à l'heure. Permettez-moi de faire une petite digression pour dire que nous avons des Africains qui enseignent leurs enfants. Bien sûr. Voilà. Si nous avons ces intelligents qui enseignent dans leurs universités, dans leurs grandes écoles, ça veut dire qu'il est important de nous organiser sur le continent africain pour que ces intelligences viennent chez nous. Reviennent sur le sol africain pour se mettre ensemble dans l'œuvre de construction continentale. Parce qu'ils savent que nous sommes super intelligents, mais ils savent également que très souvent on ne s'entend pas beaucoup. Et justement, ils savent sur cela. Et moi, j'ai également notre problème. Il y a comme une sorte d'importation du racisme sur le continent africain. Rappelez-vous, il y a une image qui a été relayée par les médias nationaux et sur les réseaux sociaux relativement au chantier des Nachtigal. Moi, cette affaire-là, ça m'est resté entravé de la gorge. J'ai trouvé cela inacceptable. Que vous avez un étranger expatrié des races blanches, le CODERM, qui vient gagner un contrat sur le continent africain à des milliards de francs CFA, mais qui traite notre pays de sous-pays, qui viole nos institutions, ne respecte pas notre loi, c'est-à-dire il a des attitudes racistes vis-à-vis des manœuvres qui sont nécessaires pour l'avancée de ce chantier. Je pense qu'on ne devait pas reconduire le contrat de ce monsieur. On ne devait pas reconduire ce contrat-là. Et là, vous avez quelqu'un qui a été soutenu par les autorités administratives et politiques. Et je pense que c'est un très mauvais signal. C'est un très très mauvais signal. J'ai un ami qui était un architecte qui a construit le logement à partir des conteneurs pour Nachtigal. Il a tout fini, livré. Il n'a jamais été payé. Oui, c'est justement, parce que c'est ça dont c'est de la responsabilité de nos dirigeants. C'est pas sérieux. Vous avez, puisque nous sommes dans le milieu d'affaires, vous avez des sous-traitants qui ont participé à la construction du stade de Lembe. Beaucoup n'ont pas encore été payés, y compris du côté de Garoua. Beaucoup n'ont pas encore été payés, y compris les manœuvres dont les dossiers n'ont pas été payés. Je trouve cela inacceptable. C'était une digression. Maintenant, pour revenir à votre question, je pense qu'il est fondamental. Première chose, j'ai l'habitude de le dire, et c'est vrai. Et c'est même impératif de le faire. Ça va peut-être... Fermer les frontières? Non, c'est moi avant de fermer les frontières, ça va peut-être déranger l'honorable, mais il faut un nouveau contrat social. Oui. Dans tout le continent africain, notamment dans... Elle est d'accord avec vous. Il faut un changement de contrat social. Dès qu'il y a un changement de contrat social, maintenant on va passer à une autre étape, ça va créer une rupture. Parce que moi je pense que le départ des impérialistes du continent africain, ça ne va pas se passer par négociation, c'est compliqué. On pille le Congo, nous avons vu ensemble des vidéos où vous voyez toute une piste en latérite qui a été construite en pleine forêt équatoriale. On pille dans le nord du Congo. Vous avez des avions qui transportent et ces avions américains. Et ce genre d'activité ne peut pas se passer sur le sol congolais sans que les autorités congolais soient informées. Évidemment. Ça veut dire qu'il y a une complicité active et tacite. Il faut donc, à mon sens, que ces gens qui nous gouvernent pensent d'abord à l'intérêt général parce qu'ils sachent qu'il n'y aura pas de transposition sociale. Parce que
le fils est-elle devenu député ou bien préfet ou sous-préfet comme le père, gouverneur? Non, ça ne va pas se passer comme ça. À un moment donné, il y aura une rupture. Il doit avoir une rupture. Et il doit avoir une rupture. Il doit avoir une rupture, absolument une rupture. Maintenant, pour terminer, je pense que notre principal adversaire après la France, ce sont nos endocolons. Oui, oui. Ce sont le problème. Ce sont le problème et leur relais. Rodi Tchoka, vous aussi, vous pensez que les dirigeants africains, surtout de l'Afrique francophone, d'ailleurs même des autres pays africains, sont également le gros problème aujourd'hui parce que jusqu'à preuve de contraire, ils ne sont pas patriotes et ne pensent pas à l'Afrique? Effectivement, il faut dire que... Ils sont également les relais justement de l'Occident, de l'impérialisme et surtout du mondialisme, du globalisme. Les décisions parfois que nos dirigeants sont amenés à prendre pour... être tout simplement des collaborateurs des colons. Oui. Je pense que c'est très souvent, c'est des décisions faciles. Comme je parlais de l'endettement à l'entame de mes premiers propos, quand vous arrivez à prendre la solution de vous endetter, je pense que c'est la solution la plus facile que de vous replier sur vous-même pour travailler sur vos propres capacités, travailler sur vos propres ressources. Donc, nous avons une économie déjà qui est une économie extravertie. C'est-à-dire que une économie qui, pour la plupart, si vous voyez le commerce qui se déroule, la plupart, même les commerçants, la plupart du temps, c'est des produits importés. Alors que les politiques peuvent décider d'encourager à les produits locaux. Oui, des industries pour produire effectivement. Et c'est la production. On dit souvent que pour revenir à la question du franc CFA, je crois que ce débat est sur la table depuis un certain temps sur la question du CFA. Parce qu'il y a deux tendances. Il y a ceux qui pensent qu'on ne peut pas décider d'avoir notre propre monnaie parce que nous ne disposons pas de levier suffisant pour créer la monnaie. Mais il y a une autre tendance, celle-là beaucoup plus pragmatique, plus scientifique, qui pense que pour créer une monnaie, nous devons disposer, parce que c'est la richesse qui crée la monnaie, il faut disposer des ressources suffisantes, des richesses suffisantes. Et ce qui crée ces richesses, ce sont les industries. C'est que c'est l'implantation des industries qui permettent à ce que les plus-values soient dégagées, que nous soyons en mesure de créer la monnaie. Oui. Et je pense que cette thèse est beaucoup plus plausible et c'est ce qui effectivement, comme je disais que tantôt, notre économie, c'est une économie extravertie. C'est-à-dire que la plupart du temps, on achète à l'extérieur pour revendre à l'intérieur. Alors que on peut faire la solution inverse, ça te produit à l'intérieur pour revendre. Et tout ça, c'est une politique savamment conçue de haut niveau qui doit être mise en place et encouragée par les dirigeants. Les pouvoirs publics. Mais est-ce que ça va être facile? Je ne sais pas. Il commet une erreur dans son raisonnement, mais bon, on n'a pas le temps d'en discuter. Vous commencez une erreur grave. Allons-y, terminons rapidement. Je vais lire les messages de nos téléspectateurs. L'industrialisation, ça demande des financements très lourds. Que vous ne pouvez faire que si vous avez la monnaie. Vous ne pouvez pas. Et il a parlé, il a commencé par parler. Non, il a démontré vers la fin que nous ne pouvons pas avoir la monnaie parce que nous n'avons pas d'industrie. Non. Nous avons une monnaie qui peut être adossée même sur nos richesses que nous avons dans le sous-sol. Même dans l'or, on peut le faire. Donc la question de la monnaie, il faut laisser ces experts en expertise avec les conneries là. On peut créer notre propre monnaie et l'idéal pour nous, on l'a souvent exprimé, c'est qu'au moins les pays de la sous-région se mettent ensemble pour la création de cette monnaie. Nous avons de quoi pouvoir nous adosser pour avoir une monnaie qui puisse être viable. Messieurs, permettez-moi de lire le message de nos téléspectateurs ce matin. Bonjour Didier ce matin, ainsi qu'à ce riche panel concernant le débat mis sur la table ce matin. Il est clair que l'impérialisme qu'a subi l'Afrique a laissé des séquelles, mais alors les conséquences sont néfastes qui au jour d'aujourd'hui sont visibles sur le continent. Ces endocollants fabriqués par l'Occident qui ne font que reproduire au sein de leur peuple les diktats reçus de l'Occident, juste pour satisfaire leur intérêt égoïste et malsain, et tout coup pour endocollants sont permis afin de préserver leur intérêt. Les médias, les milieux d'affaires, les politiques sont à leur solde de ces bécadas qui nous écrit depuis Yaoundé, la capitale du Cameroun.
Eh bien, on nous parle des 10 pays les plus riches d'Afrique en 2020 selon la Banque mondiale. En bon français, les 10 puissances économiques africaines par ordre de mérite qu'on nous a envoyé d'ailleurs ce matin. Nigeria, Afrique du Sud, Égypte, Algérie, Maroc, Éthiopie, Kenya, Angola, Ghana, Tanzanie. Eh bien, monsieur, aucun pays de l'Afrique francophone. C'est la remarque faite. Bonjour à tout le plateau de DBS. L'école n'éduque pas l'enfant, plutôt instruit l'enfant. C'est la famille d'aujourd'hui. Aujourd'hui, qui fuit son rôle éducateur dans la société. 80% de nos parents sont des exemples dans la perdition des jeunes aujourd'hui. Le média est le canal le plus important pour éduquer. D'où j'aurais dit, on ne peut pas laisser une dame qui prétend dire qu'elle a réussi à travers la vie facile se pavaner partout comme soi-disant qu'elle est un exemple de réussite parmi les jeunes. C'est encourager cette mauvaise vie ou cette pratique. Pour moi, elle ne doit même plus passer dans un espace public et qu'on doit même sanctionner l'émission La Reine pour avoir donné son espace pour cette pratique. C'est Patrice Nguidiol, président du mouvement Debout contre la dépénalisation de l'homosexualité dans notre pays. C'est lui qui nous a écrit ce matin. Steve Ngo, c'est son panel. Bonjour, je voulais rappeler à Mme Marlise Dolabel que le mot rupture veut dire en lui violence. Parler d'une rupture intellectuelle, je suis un peu perdu. Exemple, demandons à M. Macron de manière intellectuelle que nous ne voulons plus le franc CFA. Est-ce qu'il l'acceptera en douceur? Madame Dola, il faut revoir votre position. Monsieur Outou Aïfoulan à Yaoundé. Et j'allais oublier, toute violence ne signifie pas la guerre. Monsieur Outou Aïfoulan à Yaoundé qui nous a écrit, c'est un fidèle téléspectateur. Bonjour Monsieur Steve, vraiment, chapeau à vous pour ce que vous faites. Bon courage à vous et bien des choses à vos invités. C'est Sori Amadou qui nous écrit depuis le Niger ce matin. Bonjour Steve, merci encore pour ce débat qui montre votre perspicacité. La dame sur Cuba se trompe complètement. J'aimerais savoir si elle y a déjà été. Oui, Cuba est mal connu. J'y suis allé plusieurs fois et je peux vous affirmer que le problème noir-blanc ne se pose pas là-bas. Et je peux vous affirmer pourquoi Cuba ne sera jamais montré en modèle. C'est parce qu'elle donnera beaucoup d'idées aux autres pays que l'on peut vivre en autarcie car ils ont tout pour vivre sans besoin extérieur. Ayant vécu au Canada et aux États-Unis et en France, j'ai compris que toutes les émissions faites sur Cuba, hors musique, sont que pur mensonge. Il faudrait y aller une fois pour comprendre beaucoup de choses sur le déroulement du monde actuel. Merci pour vos émissions. C'est une personne qui nous écrit depuis l'Allemagne et qui n'a pas laissé son nom. On se demande d'ailleurs pourquoi elle n'a pas laissé le nom ce matin. Bonjour Steve, moi c'est Ebo Wakarl depuis le Burkina Faso. Pour moi, la femme n'a pas raison à ne peut négocier avec les bandits qui nous ont braqués. On ne peut pas négocier. Voilà. Bonjour Steve, moi c'est... Voilà, il insiste d'ailleurs. Raison ne peut pas négocier avec les bandits qui ont braqué l'Afrique et encore négocier avec les marchands des esclaves noirs. Cette personne qui nous occupe depuis le Burkina Faso non, il s'appelle Ebo Wakarl. Je pense que c'est un Camerounais qui vit de ce côté-là. Bonjour DBS, sauf c'est également un Burkinabé. Bonjour DBS, bonjour le panel. Les endocolons sont les complices de ceux qui ont pour dessein de nous piller et détruire. Alors, à mon humble avis, il faut les accuser et les dénoncer jusqu'à ce qu'ils lâchent prise. Je salue madame la députée, mais la rupture pacifique est impensable parce que nos détracteurs ne comprennent pas ce langage. Monsieur Steve, on attend toujours les tenues traditionnelles comme promis à la députée et merci à Triple A, John Paul, le roi congolais. Merci à vous qui nous regardez depuis le Congo-Brazzaville et surtout la RD Congo. Oui, les tenues... Vous avez promis à madame? Moi, je ne l'ai pas promis, je ne lui ai rien promis. Non, madame Marie, bravo à madame pour sa belle tenue africaine. Vous avez dit oui, vous allez le faire 3 fois par semaine. Ah oui, bon, non, elle a insisté que je le fasse 3 fois par semaine. Mais je n'ai pas tenu. Et téléspectateurs me coupent le souffle quand même. Bon, bonne tenue en tout cas pour madame Marlise Dolabel. Elle est toujours comme ça, toujours aussi belle. Bonjour monsieur Ngossi, à tous vos panélistes. J'ai toujours la faiblesse de croire que lorsque la politique se mêle au business capitaliste, il y a comme un déséquilibre qui s'opère, toujours en faveur du businessman. Nous devons peut-être déjà nous demander comment un homme d'affaires dicte la conduite à suivre aux politiciens. Par analogie, on pourrait dire que l'argent est le dessus sur la souveraineté d'un peuple. Le cas du Covid est un exemple. Notre druide, Monseigneur Cléda, nous a trouvé la potion magique et le traitement qui marche très bien contre le Covid. Mais on importe des millions de doses d'AstraZeneca. Ici en Europe, dès qu'on rapporte ce vaccin, les gens sautent les fenêtres pour leur vie. C'est quoi le but, Steve? Les idées politiques doivent avoir le dessus sur les affaires et non le contraire. C'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse ce matin. Bonjour à vous pour cette affaire d'endettement, c'est une question de décision. Le chef de l'État actuel du Ghana a décidé de ne plus contracter des prêts auprès du Fonds monétaire international et il l'a fait. Il finance le développement de son pays par les ressources du pays. Ça a été difficile au début, mais ça commence à marcher. Les autres pays doivent en prendre de la graine. C'est quelqu'un qui nous écrit depuis le Togo ce matin.
Bonjour la matinale, bonjour Steve. Le problème des pays francophones est que nos dirigeants et présidents sont mentalement colonisés puisque recrutés parmi les plus médiocres et démunis. La conséquence, ils ne pensent qu'à leurs intérêts propres. Cependant, ils deviennent les bourreaux de leur propre population qui, elles, veulent une véritable indépendance. Cette personne s'appelle Bama Gouaté de l'Urbaba Saint-Thomas. Bonjour Steve, je salue les vaillants panélistes. Question pour Monsieur Anatole. Pourquoi l'Afrique ne peut pas envisager les techniques de communication dans un système d'écriture propre à l'Afrique? C'est son interrogation. Bonjour DBS, pourquoi emmerder la maman? La maman est d'accord pour dégager les blancs en Afrique, mais de façon pacifique. Alors comprenez toujours que les mamans sont toujours pacifiques parce que c'est elles qui enfantent. Monsieur Ndom, laisse maman tranquille. C'est Kocha qui nous écrit depuis le Togo. Bon. Non, comment qu'il est dit. Bonjour DBS, sur le plateau, pour ma part, tant que nous n'aurons pas des institutions fortes, nous aurons toujours ce genre de problème. Et la vie est un choix. Ceux qui sont des endocolons ont fait leur choix. C'est Edo depuis Chicago. Merci également à vous, Edo depuis Chicago, fidèles téléspectateurs. Bonjour à tous sur le plateau. Restez toujours fermes. Nous allons gagner. Mais dites à votre ministre de la Santé qu'il y a un don en lui. Il peut faire de grandes choses pour l'Afrique. Il suffit qu'il change sa mentalité. Quand je l'ai écouté dans une émission, j'ai senti en moi. Et s'il veut, il peut m'appeler. Je le lui dirai. Bon, d'accord. Je ne sais pas ce que vous allez faire. En tout cas, c'est Ayi Yovogan depuis le Togo à Ave Pozo. Donc je ne sais pas ce que vous allez faire. Je ne sais pas si vous êtes pasteur, prophète ou encore. Bon, je ne sais pas ce qu'il va faire avec le ministre de la Santé. Il faut déjà commencer par promouvoir le séparatisme entre les Noirs de cerveau et de cœur blanc. Et nous, les vrais Noirs africains, ils sont minoritaires. On peut les vaincre dans nos pays, par exemple au Togo. Nous, on les connaît déjà. Même notre président de la République l'avait une fois fait. Car lors d'un discours qu'ils sont minoritaires, qui puisent en tout cas nos richesses au profit des Occidentaux, Zachary Yao depuis Sokolé au Togo. C'est votre chef de l'État qui l'a dit? Et lui? Bon, allez savoir. Bonjour, c'est Monsieur Mariko Mohamed. Le problème d'éducation est lié à l'économie. Le problème de chômage est lié à l'industrialisation. Le problème de gouvernance est lié à la culture. D'après Socrate, connais-toi toi-même. Cette personne, c'est Docteur Mariko Mohamed, qui nous écrit depuis les États-Unis. Au même moment qu'on éduque la jeunesse africaine, la jeunesse européenne aussi baigne dans l'éducation. Si madame a passé 20 ans à entendre d'ailleurs les mêmes choses, c'est de même qu'elle a passé plus de 20 ans à être éduquée. Cependant, avec cette arme d'éducation, qu'est-ce qu'elle a pu déduire des mains de l'ennemi commun, juste pour dire à madame que le temps presse et on doit avancer, alors que ce soit avec la force, l'agression, la violence ou la non-violence. Combinons les deux tendances pour battre l'ennemi et être enfin libre. Eux, ils passent par plusieurs moyens pour nous maintenir dans la pauvreté et dans la domination. Alors, nous aussi, on a intérêt à passer par plusieurs moyens pour gagner le combat. Je vous remercie. C'est Ali Mustafa depuis Kara, au Togo. Bonjour Monsieur Ngos, à vous Monsieur Steve Ngos, il y a tous tes prestigieux invités et techniciens de l'IBS, la matinale, mon cher frère Ngos. Je constate avec regret une chose en Afrique, c'est le peuple qui est totalement responsable des problèmes de l'Afrique. Sinon, dites-moi le pourquoi ce peuple se laisse faire. Regardez seulement le cas du Covid-19, comment nos dirigeants veulent nous tuer à ciel ouvert. Pour moi, c'est le peuple africain qui est le problème. Chez nous, on croit à tout. En Afrique, même aux mensonges, tout est gâté en Afrique et rien n'avance. Comment les voleurs viennent nous aider à nous développer? C'est de la sorcellerie pure. C'est Rigobert Godin-Niemek qui nous écrit depuis Paris en France. Très bonne journée à vous. Rigobert Godin-Niemek, c'est un fidèle téléspectateur. Quelqu'un qui nous envoie un lien pour regarder. Un autre qui nous écrit bonjour. Dis bien, s'il vous plaît, monsieur Ngos, dites à vos invités que ici, le niveau du débat est élevé. Merci. Merci également à vous. Ne vous inquiétez surtout pas. Le niveau reste toujours élevé. Bonjour monsieur, je suis un nouveau téléspectateur, je souhaite rejoindre le groupe WhatsApp. Merci. Merci également à vous. Bonjour Steve Ngos, en abrégé SN comme Sûreté Nationale. Eh bien voilà alors. Et bonjour le panel, nos sentinelles, encore un thème aussi pertinent et d'actualité comme les autres. Que dire de plus sinon que nous sommes le continent le plus riche au monde. Paradoxalement, les Occidentaux continuent de nous faire croire et réciter que nous sommes pauvres. Une distraction grossière pour nous maintenir dans l'errance et la mendicité internationale. D'aucuns parlent
parmi nous s'en convainc et s'accommode à dessein de ce mensonge flagrant. Que faire pour en sortir? Entre autres, il propose, en plus de vos propositions sur le plateau, nous devons nous aimer déjà et d'abord nous-mêmes et nos États pour nous résoudre à nous dresser tous contre ces pillards ou mourir. Avec votre permission, je précise sur le thème d'hier, relatif au décès du président de Tanzanie, que les Occidentaux font tout pour obtenir l'hécatombe Covid-19 prédite en Afrique par l'OMS et ses suppôts et relais de la communauté dite internationale. À nos dirigeants de le comprendre et encourager les solutions endogènes contre lesquelles une certaine élite camerounaise des bien-pensants à la solde de l'Occident se dresse déjà. Bon courage à vous et bonne journée. Je suis Assou Laurent depuis Paris en France. Terminons avec un seul message pour conclure cette édition. Bonjour Monsieur Ngo, c'est la grande famille de DBS ce matin. Le sujet d'aujourd'hui est très intéressant, comme d'habitude d'ailleurs. Monsieur Ngo, cette décision demande énormément du courage parce que ces Occidentaux ne s'arrêtent devant rien pour se servir. Donc moi personnellement, je sais que nos dirigeants ont un peu la queue entre les jambes. Revenez vers le peuple et nous allons vous soutenir parce que nous avons un but commun. En fait, à mon avis, quand vous prenez l'engagement d'être à la tête d'une nation, vous devez prendre des décisions décisives pour l'avancement de votre pays. Le prix peut être en tout cas colossal, mais si c'est le prix à payer pour sauver des millions, tant mieux. Merci, bonne journée à vous. C'est Ngala depuis Newbel. Et Newbel, c'est ici même à Douala. Passez un parfum d'homme, votre mot de fin, en 1 minute. Merci, ça va être compliqué. Bon, ce fut un plaisir. Ne vous méprenez pas de cette passe d'âme entre Madame Marlise Dolabel et moi. Je crois que, comme l'a dit, nous sommes en face. Nous sommes légèrement en décalage par rapport, n'est-ce pas, à l'héritage. Bon, vous savez, entre les hommes politiques de son parti, même si hier elle était ailleurs, mais l'héritage de son parti. Ce n'est pas une question de parti politique. Non, parce que c'est un problème. Elle nous a demandé de souhaiter joyeux anniversaire à son parti. Et on l'a fait, mais en espérant que ça ne va pas continuer dans la même gabegie, la même. Bon, le 10 avril prochain, on vous souhaitera joyeux anniversaire à votre parti. Oui, de beaucoup de souffrances que nous continuons d'endurer à cause de son parti. Oli Tukwa, merci d'avoir été là ce matin. Votre mot de fin. Mais mon mot de fin, c'est que, bon, tout à l'heure, dans mon développement, j'ai dû oublier la question des minéraux, effectivement, oui, qui constituent les richesses locales que nous pouvons mettre en exergue pour aborder la question de la monnaie. Mais je dois aussi rappeler à Parfum que voilà, ces minéraux sont exploités par d'autres puissances, d'autres sociétés qui ne sont pas... Des sociétés nationales. Nous n'avons pas les leviers de la monnaie. Mais en prenant la décision de battre monnaie, c'est couper le nœud gordien. Effectivement. Donc c'est une autre réalité dans laquelle nous serons. Merci beaucoup, Rodi Choukwa, d'avoir été là ce matin. Je pense que, bon, c'est une première fois. La prochaine fois sera la bonne. Ne vous inquiétez surtout pas. C'est pas facile. Honorable Marlise Dolabel, votre mot de fin. Alors, mon mot de fin, c'est pour dire que la gouvernance financière internationale, c'est un ensemble et de processus, et de règles, et de valeurs, et qui construisent toute cette machine. Et nous, en nous éduquant en masse, nous pouvons créer une rupture en changeant et ces valeurs et ces normes, et c'est parce que c'est eux qui imposent cela. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose que je vais vous lire, qui dit, en fait, est-ce que c'est le politique qui dirige? Non. Réellement, les grandes familles capitalistes, oui, les 13 grandes familles du monde, la finance internationale, contrôlent et manipulent les personnalités politiques, les médias et les réseaux d'affaires dans le monde entier. Il ne faut pas que ça devienne un alibi. Dans le monde entier. Il ne faut pas que ça devienne un alibi. Donc, mais je pense que le président Paul Biya est tellement conscient de cela, et tout ce qu'il a adopté comme posture depuis des années, depuis des décennies, c'est justement réussir à se démarquer pour amener un peu plus d'équité et dans le commerce et dans les relations politiques que nous avons avec les autres pays. Il peut quand même faire quelque chose. Mais il le fait. Bon. Autrement, on n'en serait pas là. Merci, monsieur Albert de là ici. Oui, écoutez, une question fondamentale. Oui. Pour sortir l'émission, l'Afrique, c'est un continent. Mais quel est le modèle de l'Afrique à l'échelle mondiale? Je pense pas. Je vais peut-être frustrer beaucoup de spectateurs qui nous regardent. Nous n'avons aucun. C'est ça. Malheureusement. Pourquoi? Parce que il y en a qui demandent d'avoir des institutions fortes sur le continent africain, mais ils font dans l'ingérence, justement pour les affaiblir, ces institutions. Donc je pense que il faut changer de paradigme, en créant justement cette rupture. Qu'elle soit brutale ou pacifique, il faut une rupture. Il faut absolument une rupture.
Et il faut également une rupture avec les endocollants. Il faut, non, chez eux, non, ils ne sont pas très nombreux, mais on va les gérer. Parce que ils sont dangereux. Non, nous savons qu'ils sont dangereux, mais on va les gérer parce que ceux qui ont plusieurs passeports dans leur sac, on va gérer tout ça. Mais je pense qu'en même temps, l'Afrique, c'est à peu près comme la Chine. C'est-à-dire qu'on peut fermer les frontières pour avoir un modèle, pour construire notre modèle. Un modèle politique que nous n'avons pas. Un modèle économique que nous n'avons pas. Donc je pense que c'est important et fondamental. Et surtout qu'il y ait là je rejoins l'honorable, qu'il faut qu'il y ait une gouvernance qui prenne en compte l'expertise de nos compatriotes qui leur dispensent le savoir. Merci. Alors, Anatoly ici, merci à Marlise Dolabel d'avoir été là ce matin. Merci de m'avoir convié. Oh, vous ne vous inquiétez pas, je vous convierai toujours. Patient Paveno, merci d'avoir été là ce matin. Rodi Chokwa, merci d'avoir été là. Anatoly ici, merci d'avoir été des nôtres ce matin. Merci à toute l'équipe technique de nous avoir accompagnés. Merci à la direction générale. Mesdames, messieurs, n'oubliez surtout pas, une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite, il faut le dire comme ça, son fonctionnement est une civilisation décadente. Tous les hommes ont les mêmes droits. Mais du commun lot, il en est qui ont plus de pouvoir que d'autres. Là est l'inégalité, déclarait Aimé Césaire. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de l'IBS Matin, la 3e du genre de cette semaine. Au plaisir de vous retrouver demain. Restez sur notre chaîne, l'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous. J'ai encore raté la pub de Super Série. T'inquiète, je vais te la refaire.